Bonjour, alors bienvenue à votre émission On jase de toi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Edmond Serrois. Alors, M. Serrois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes une personne très connue et très appréciée à Grande-Rivière et maintenant, on va apprendre à vous connaître davantage. Alors, on commence par le tout début. On commence par une question indiscrète. En quelle année vous êtes né? Je suis né en 1932. Ici à Grande-Rivière? Ici à Grande-Rivière, exactement dans la rue aujourd'hui, qui est la rue de la Rivière. À ce moment-là, on appelait ça les 28. Aujourd'hui, c'est la rue de la Rivière. Puis après, on continue, c'est la rue du Moulin. Moi, je suis venu au monde dans la rue de la Rivière, à la fin de la rue de la Rivière. Puis est-ce que vous étiez une grande famille? Ah, nous étions 16 enfants, 8 gars, 8 filles. Mon père, d'abord, s'est marié en deuxième noce. La première noce, il y a eu un gars et une fille. D'ailleurs, mon frère est encore vivant, Armand, il a 93 ans, encore vivant. Ma soeur, Jeanne d'Arc, elle est décédée. Puis après, il s'est remarié avec ma mère, Alexina Moreau, qui venait du secteur aussi de la rue des 28, de la rue du Moulin aujourd'hui. Ils ont eu 8 gars, puis 8 filles. Une grande famille. Grande famille. Alors, on va débuter avec quelques photos que nos téléspectateurs ont sûrement jamais vues. Alors, on commence par une photo de vous. Et ça date de quelle année? Ah, là, ça date des années 51, à peu près. Puis à ce moment-là, vous alliez à l'école? Ouais, j'allais, non, pas en 1951. Je suis allé à l'école avant ça. Nous, il y avait une école chez nous. C'était les écoles de rang, qui appelaient ça. Oui. On avait une école, mon père avait permis la construction à la fin de notre terrain qu'il possédait le long de la rue du Moulin. Et il y avait une école qu'on appelait, on allait là jusqu'en 5e année. Puis à partir de la 5e année, on s'en venait ici, à Grande-Rivière, en arrière de l'église. Ils appelaient ça le collège blanc. C'était un collège à 2 classes. Il y avait la 6e, 7e qui se faisait là. Puis dans une classe, dans l'autre classe, c'était la 8 puis la 9e. Il y avait le professeur Parent, qui était professeur qui enseignait là à ce moment-là, et le professeur Berg, Wallenberg, que plusieurs ont connu certainement, lui enseignait l'anglais puis le français. Oh, c'est intéressant. Et cette école-là n'existe plus aujourd'hui? Non, aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. Là, ben, c'est l'ancien couvent. C'est à peu près dans cet endroit-là que c'était l'école. On va voir justement sur quelques photos de Grande-Rivière de votre époque, des choses aussi qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, on commence par cette photo. Ouais, ça ici, c'est le pont couvert qui existait, là, que plusieurs personnes de Grande-Rivière ont passé dedans, je suis sûr. Ici, pour ceux qui connaissent ça, c'est la barbershop qu'on avait, Ernest Matotte, qui avait le bureau de poste. Qui était barbier. Il a été barbier pendant... moi, j'étais assez vieux, puis il coupait les cheveux encore. Il a fait jusque dans les années... il a arrêté pas longtemps avant sa mort. Je ne sais pas en quelle année il est mort, je ne veux pas m'avancer dans les années. Mais c'était la barbershop de M. Ernest Matotte. Ça va rappeler des souvenirs à des gens. Ah, oui. On en a une autre photo puis aussi. Le pont, en passant, il a été la proie des flammes. Il a passé au feu en 1939, ce pont-là. Ce pont-là, c'est ça, nous, on ne l'a pas connu. Moi, j'ai été surprise qu'il y avait eu un pont couvert à Grande-Rivière. C'est spécial. Apparemment, que ça serait quelqu'un, il a pris en feu sur l'heure du midi, puis ça serait quelqu'un qui serait passé avec une cigarette. Puis il y avait des espaces comme des trous de lumière pour le jour, les gens qui circulaient là-dedans. La nuit, il n'y avait pas de lumière là-dedans, puis on n'avait pas passé, surtout les jeunes ou les femmes seules, il n'y avait pas passé dans le pont.
Et il suppose que c'est quelqu'un qui a passé avec une cigarette, puis il a voulu la lancer par le trou qu'il y avait là, mais possiblement qu'elle a tombé en dedans c'était pas fini, l'intérieur du pont. Puis il y avait des espaces qui se ramassaient, toutes sortes de bredilles, puis des feuilles, puis tout ça. Puis possiblement que ça a tombé là-dedans, puis ça a pris en feu. Puis c'était sec, ça, puis c'était... Dans le temps de le dire, c'était... Puis il n'y avait pas de service incendie dans ce temps-là, rien. Ah oui, c'est... Grande-Rivière se trouvait coupée en Grande-Rivière-Ouest et Grande-Rivière-Est quand même. C'est ça. Puis il y a eu... C'est là qu'après ça, on a eu avant qu'il fasse un pont temporaire, il y avait M. Marcel Cauvier, il y avait ce qu'on appelle un scow, là, mais le mot français, là, qui traversait les machines, puis qui traversait le monde de chaque côté de la rivière. Ah, il a oui, embarqué le monde d'un côté, puis il est débarqué de l'autre côté. Ah oui, on avait trouvé ce moyen-là. Il a embarqué les voitures, même s'il n'y en avait pas beaucoup d'automobiles dans ce moment-là. Tu pouvais embarquer un automobile. Puis il y avait des chevaux, ils embarquaient là-dessus avec leur voiture, puis ils traversaient. Oh, c'est vraiment intéressant. Ils traversaient la rivière. Puis après ça a été combien de temps, je ne m'en souviens pas, mais ils ont construit un pont temporaire, un pont en bois. Avant celui qu'on connaît aujourd'hui. Avant celui qu'on connaît, que lui, il a été réparé aussi, là, parce que le premier pont, on voit encore les piliers qui sont un peu plus hauts. Là. Ça, c'est un autre. Il arrivait là, avant ça. Là. Quand vous arrivez sur le pont, vous voyez la rue de la Croix. Là. Oui. Ben, le pont, lui, là, il arrivait là, en face, le chemin, là, tu prenais le pont. Ah, c'était pas l'emplacement actuel, c'était non, plus... c'était plus en haut. Ah. D'ailleurs, le pilier est encore là quand vous passez, là. Vous voyez là, dans la rivière, il y a encore des morceaux de ciment qui est entouré de fer, là, des pailles de fer qui a été plantées. Puis, ah, ben je vais porter attention quand je vais passer par là. Ouais, tu regarderas ça. On a d'autres photos ici, encore Grande-Rivière. Oui, ça c'est le centre-ville. Ça, pour ceux, je ne sais pas s'ils sont capables de le voir, le magasin de l'ancienne épicerie à M. Gatien-Stib. Il y avait l'hôtel Lanouette dans le temps, l'hôtel de Madame, l'hôtel central qui appelait, l'hôtel Ayotte qui appelait, là, et c'était là. Puis l'hôtel Lanouette ici. Ouais, puis ici, il y avait la maison de François Gagnon, où est mon terrain actuellement. J'ai un terrain, là, il n'y a plus de maison. Il y a eu un restaurant aussi qui s'appelait qui avait été opéré par M. Benoît Lelièvre, mon ami Benoît, il y a eu un restaurant là. L'autre bâtisse là, je ne me souviens pas trop ce que c'était. Ça aurait dû être un marchand de quelque chose qu'il y avait là, un petit magasin général, je pense qu'il y avait là. Bien, Grande-Rivière a quand même beaucoup changé, hein? Ça fait pas tellement d'années, puis quand même, on voit des bonnes différences. Ben oui, il y a eu, puis plus par ici, avant ça, il y avait le couvent. Le couvent brûlé, lui, c'était en 50, il me semble, on jouait au hockey, c'était une soirée qu'on jouait au hockey, il me semble que c'était en février 52 ou 54 que le couvent bâtisse à 5-6 étages. Oui, c'était quand même grand. Hein? C'était grand, puis il y avait plusieurs pensionnaires. C'était des religieuses qui enseignaient là au courant. Puis... Bien, vous nous faites vivre de beaux moments aujourd'hui. On continue avec les photos. Encore Grande-Rivière. Ben, ça, c'est encore le centre-ville. Ça, c'est la maison de M. Sutton, Danny Sutton. À côté, il y avait ces petites choses-là ici. Il y a déjà eu un nettoyeur qui s'est installé là qui nettoyait le linge. Après ça, il y a eu... Ça, c'est la maison de M. Fernand Nicolas, à côté ici. Ça, là-bas, c'est la maison à M. Où est la bijouterie Dubé aujourd'hui, là, tout ça. Puis l'hôtel, là, c'est encore l'hôtel Lanouette, le magasin de M. Paul Dubé qui est devenu l'épicerie de M. Gatien-Stib. Puis l'hôtel central qui était là. La maison de M. Xavier Nicolas qui est là, qui existe encore, qui est encore debout.
Ah ouais, on voit le quai des Robins aussi, qui était là avec les bâtisses, toutes les bâtisses des Robins. Robin était un gros employeur. Dans ce temps-là, tout le monde pêchait, puis ils vendaient. Le monde achetait leur nourriture pour l'hiver. L'automne, ils allaient chercher leur manger là, puis ils travaillaient là l'été. Oui, parce qu'on entend souvent parler des Robins dans la baie des Chaleurs, mais on oublie qu'à Grande-Rivière, ils étaient très présents aussi. Ils étaient présents, puis ils ont joué un rôle important dans l'économie pour ce temps-là. Les gens qui travaillaient là, pêcheurs, puis ou qui travaillaient dans les usines à poissons. Le quai, il venait des bateaux, des barges de bois qui débarquaient aussi du bois au quai. Il y avait un va-et-vient assez important à partir du printemps à l'automne au quai de Grande-Rivière, les Robins, tout ça. C'était là qui était la grosse place d'affaires, disons, de Grande-Rivière. Grande-Rivière a toujours une grosse place dans la région, économiquement. Puis là, on va continuer avec une autre photo. Ah ouais, ça, c'est l'église, puis on peut voir, je ne sais pas si on peut voir ça à la télévision. Ici, en arrière, on voit le frémage de la sacristie, l'agrandissement de l'église. Mon père, lui, qui avait un moulin ici, il avait un camion. C'est le seul qui avait à Grande-Rivière, il avait un camion. Il était monté jusqu'à Bonaventure à chercher du bois. Il me contait ça souvent. Il ramassait du bois un peu partout. Puis, il avait monté chercher un voyage de bois. À Bonaventure, il y avait quelque chose qu'on voulait construire, puis on avait décidé de ne pas le construire, puis on avait donné le bois pour la sacristie, la construction de la sacristie, puis c'est mon père qui est allé chercher le bois à Bonaventure. C'est impressionnant à voir. On voit l'église aujourd'hui et on s'imagine pas cette époque-là où c'était pas totalement construit. Ah, ça, c'est l'école des pêches qu'on appelait à ce temps-là. Puis on voit, ça ici, c'est la maison où mon bon ami John Cabret demeurait. Ça, c'est la maison, une autre maison aussi, je me souviens plus de son nom, mais lui, il travaillait ici à la Pointe Verte, qu'on appelle, ça, c'était la biologie marine, qui était dans ce secteur-là. La Pointe Verte, elle a toujours, qu'on appelle, qui est là encore aujourd'hui, ça a toujours été occupé par des chercheurs. Il y a eu même des docteurs Marcotte, il y a eu des doctorats qui sont sortis de là. Alors, ce qu'on appelle la Pointe Verte, c'est la région du quai, finalement. Le coin où est le centre à Coucole, là. Oui. C'est tout ce secteur-là. Le Canap, aujourd'hui, le MAPAC. C'est tout ce secteur-là, la Pointe Verte. Avant ça, c'était tous des bâtiments qui étaient... C'est le fédéral qui a occupé une majeure partie de ça. C'était tous des bâtisses qui étaient faites avec tout en bardeau, couverture en bardeau. Le tour des bâtisses, c'était tout en bardeau, puis c'était toute peinture en blanc. Ah oui? Puis la couverture, c'était vert, me semble. Je me souviens. Le tour des bâtiments, c'était tout fait en bardeau, puis c'était peinture en blanc. Puis c'était beau, c'était bien gardé, puis c'était beau. On voit que ça fait longtemps que la pêche, qu'il y a des établissements dans notre coin, là. Ouais. On voit encore une belle photo. Ça, c'était un ralliement en avant de dire, j'imagine, je ne sais pas, là, je sais pas à quelle occasion, ça aurait dû être... parce que c'était un gros ralliement, puis on voit qu'il y a plusieurs curés, il y a plusieurs... je ne sais pas en quelle année au juste, j'ai pas d'année de ça, mais ça aurait dû être un congrès quelconque ou une fête quelconque, parce que ça m'a tout l'air, c'est un monseigneur qui est là avec avec des curés ici, puis un groupe de... Il y a vraiment beaucoup de gens, hein? Maintenant, on va parler un petit peu de vos loisirs. Ah, ça, c'est... Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais vous avez beaucoup joué au hockey. Ah oui, puis il y en a là-dedans que...
il y en a là-dedans qui sont encore vivants. Oui. Ça, c'est le curé Tanguay, malheureusement, notre vicaire qui est décédé. Vous voyez Jules Nicolas ici, Conrad Sirois est décédé. Moi, je suis là. Léo Couvier est décédé. Édé Sirois, Maurice Sirois, John Baker, Tommy Baker, Raymond Boutin ici, Roger Couvier ici, Marcel Couvier, ça c'était le gérant du club, André Baker qui était l'entraîneur du club. Ben, ça, on venait de gagner le championnat, là, le trophée, oui. le trophée est là, le trophée est là, en bas, puis moi j'avais rapporté le championnat des compteurs. Oui, on voit félicitations! le petit trophée au côté. Mais je l'ai gagné à 2 reprises, le championnat des compteurs de la Ligue. Bien justement, on a une autre photo. Ah, ça, je posais ici, justement, le trophée, gagner un autre trophée, puis ça, c'était une partie exceptionnelle. Moi, j'ai la rondelle ici, dans la main, 1-0. On avait joué 3 périodes régulières, game d'hockey, puis après ça, c'était toujours 0-0. On avait commencé la deuxième, une autre période, puis on est allé jusqu'en 3e période supplémentaire. C'était mon ami Emmanuel Ayotte qui était le gardien de but. Et j'avais fait le point 1-0 puis la 3e période, il ne restait plus grand temps, je pense qu'il restait 5-6 minutes à jouer. La partie, je pense, avait fini à 1h30 dans la nuit. Oh oui! Puis vous avez été le héros du match. J'avais été le héros du match. Je jouais avec Jules Nicolas et Léo Couvier. Puis c'était nous autres qui nous considéraient comme ils nous appelaient la kid line, des gars qui faisaient des gros jeux. Vous aviez même votre surnom pour la ligne, là, c'était du gros hockey. Là, il y avait John Baker, Thomas Baker qui jouait à la défense. C'était tous des bons, on avait toute une bonne équipe. Tous les joueurs qui jouaient dans cette équipe-là, c'était vraiment une bonne équipe. Puis il y avait un paquet de monde qui nous suivait. Il y avait aux environs 200-250 personnes qui nous suivaient parce que des fois, on allait jouer à Gaspé puis on organisait des trains spéciaux qui partaient de Grande-Rivière puis descendaient à Gaspé. Puis tout le monde embarquait à la gare ici. Puis quand on allait jouer à Gaspé, 250-300 personnes qui embarquaient puis descendaient avec nous autres à Gaspé. Les gens étaient très partisans, là. Vous aviez vos fans. Le hockey, dans ça, là, on avait nos fans, puis c'était vraiment encourageant. On avait du plaisir avec ça. On s'amusait beaucoup avec le hockey ici. C'était vraiment des amateurs de hockey à Grande-Rivière. Ça a toujours été. Vous avez fait des exploits en hockey, mais aussi en d'autres domaines. On a ici quelques trophées. Oui, j'ai joué. J'étais un gars qui a fait pas mal de sport. J'ai joué du curling. J'ai gagné plusieurs championnats. J'ai joué à Bathurst, j'ai joué à Matane. Murdochville, j'ai joué là. Le billard aussi, Ici, c'est le trophée de billard. J'étais pas pire. Je suis pas le meilleur champion, mais j'ai gagné des trophées quand même au billard. Puis ça, c'est le trophée de curling, le championnat de curling que j'avais gagné. Ça, c'est le championnat de hockey. Puis ici, c'est le championnat des compteurs en vol. La vedette de l'équipe, finalement. Dans le sport, surtout, quand j'ai travaillé à la Gaspésia, le curling, c'est là que j'ai commencé à jouer du curling. Je pratiquais beaucoup. Mais il y avait un endroit pour faire du curling ici? À Chandler, il y avait un beau curling, là, c'était toute beauté. La salle, il y avait un curling à 2 glaces, il y avait 2 glaces, mais seulement l'espace en arrière, c'était une belle salle, un beau foyer, des beaux gros fauteuils, on s'assoyait là-dedans, puis des gens avaient du fun, puis il y avait à chaque année le party qu'on appelle la fête, le gros party du jour de l'an, ça se faisait toujours là à Chandler. Nous autres, pour une bonne partie
des personnes qui jouaient du curling. C'est là qu'on allait. Il y avait peut-être 200 personnes là-dedans. Puis c'était une place qui c'était vraiment beau. C'était plus de beauté là-dedans. Vous êtes un athlète complet de plusieurs domaines. Mais là, il y a un autre aspect de vous que peut-être les gens ne savent pas. Monsieur Sirois, le chasseur. Oui, la chasse, je connais il y a plusieurs dans la Grande-Rivière qui savent que je suis un chasseur. J'ai toujours aimé ça. Ça, c'était un voyage à l'île d'Anticosti, au Chevreuil. Oui. Mais je vais toujours à la chasse à chaque année ici. Ah, vous le faites encore, oui? Oui. L'an passé, je suis allé, puis j'ai toujours aimé, c'est un sport que j'ai toujours aimé, la chasse. Maintenant, on va parler un petit peu de votre vie politique, parce que c'est une grande partie aussi de votre vie. C'est de cette façon-là souvent que les gens ont appris à vous connaître également et à vous apprécier. On va commencer avec une photo ici. Ah ouais, ça, c'est le Méritas que j'ai eu. Méritas, c'est les 25 années municipales qui m'ont remis. Ça, c'est la Fédération québécoise la Fédération québécoise des municipalités qui m'a remis ce Méritas. C'est un Méritas que j'ai eu en 2005 pour mes 25 années d'engagement dans la vie politique. C'est une belle consécration. Hein? J'ai bien apprécié recevoir ce Méritas. Ça m'a été remis à Québec. Il y a de quoi être fier. C'est sûr, quand on est aussi longtemps que j'ai été dans le monde municipal, puis qu'à un moment donné, on le reconnaît, bien là, c'est... on va rester dans les honneurs parce que vous en... C'est apprécié. C'est apprécié, hein? Ouais. On va rester dans les honneurs parce que vous en avez reçu beaucoup. Et ça, c'est une attestation de l'administration municipale, comme quoi j'ai suivi des cours en 85. Ils donnaient des cours je vais regarder dessus, la municipalité, ça nous concerne. C'était le ministère des Affaires municipales. On nous avait donné des cours, qu'est-ce que doit faire un bon administrateur municipal, puis j'avais suivi ces cours-là. Ça vous a toujours tenu à cœur, hein, de vous perfectionner? Oui, c'est ça que j'aimais toujours ça, savoir que ce que je faisais, être sûr, essayer autant que possible d'être sûr que je prenais les bonnes décisions. Puis dans le municipal, ça, c'est là que j'ai appris ça, et j'ai appris d'autres choses aussi, c'est sûr. Mais pour aller dans le municipal, l'élément important, c'est le jugement. Si vous avez du jugement, c'est la place pour ça. Si vous n'avez pas de jugement, vous avez beau avoir la formation que vous voulez. Puis on a des exemples, on peut en citer des centaines d'exemples. Des avocats qui ont été municipales, des médecins qui sont allés dans le municipal, toutes sortes de personnes de métier qui sont allées dans le municipal, puis ils n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de formation. Puis ça, c'est Mme Boucher, à un moment donné, la mairesse de Sainte-Foy. Je siégeais à l'Union des municipalités, je représentais la Gaspésie des îles, j'ai siégé là pendant 8 ans. Et à un moment donné, on était assis, les maires qui étaient assis autour de la table, c'était pas n'importe qui, le maire de Montréal, le maire de Québec, le maire de tous les maires des grosses villes. Moi ici, j'étais le représentant de la région en Gaspésie-des-Îles, j'étais le maire de Grande-Rivière. Puis à un moment donné, une journée, on est venu à siéger avec quelqu'un, parfois on devient amis, puis on devient, je sais pas, on a des bonnes relations ensemble. Bonjour, ça va bien, puis faites un beau voyage, puis fais-moi les Gaspésie, comment ça va, Percé, comment ça va. Puis à un moment donné, on sortait ensemble, l'assemblée était finie, puis il y a un journaliste qui l'a approché, puis il a posé la question, il dit, Madame Boucher, il dit, qu'est-ce que ça prend, il dit, quelle qualité ça prend pour être un maire? Elle a dit, ça a été ni un deux, elle a dit, monsieur, elle dit, si vous avez du jugement, elle dit, c'est la qualité première. Si vous n'avez pas de jugement, oubliez ça, politique. C'est vrai, quand on y pense, hein, c'est vraiment la qualité essentielle à avoir, là, bien avant les diplômes ou n'importe quoi. Si, c'est parce que tu
es appelé à prendre des jugements rapidement. Tu ne peux pas dire, ben là, je vais aller demander à lui, puis je vais aller demander à l'autre, puis tu peux pas. Faut que, à un moment donné, sans t'engager par résolution, faut que tu as le jugement de dire oui ou non, ou tu peux dire, ben là, je suis pas sûr, ou c'est ça, oui, c'est OK, c'est ça. On va y aller de même, puis ça va se présenter de même, puis avec l'approbation du conseil, bien sûr, puis... mais c'est bien important. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés à administrer au niveau municipal. Vous avez une belle façon de voir les choses. Ici, on a un autre. C'est un diplôme ou un certificat? Ouais, non, c'est un diplôme. Moi, c'est ce métier-là que je voulais faire. J'ai eu mon diplôme de l'Institut La Fontaine de Montréal pour inspecteur en sécurité industrielle. Mon but, moi, c'était d'aller, puis je pensais toujours à la Gaspésia, à Chandler. Puis j'ai travaillé là, mais je n'ai pas fait ça. Je me suis aperçu quand j'ai travaillé là que eux autres, la façon dont c'est une façon de remercier, puis d'avoir une certaine attention pour les personnes qui se blessaient. Celui qui était en charge de la sécurité dans le temps que j'étais là, c'était M. Murphy. Il y avait eu un accident, puis il avait le bras rangé de main, puis il y avait eu une grosse accidentée parce qu'il boitait le bras de main. Mais lui, il était inspecteur de sécurité industrielle. Il compensait leurs employés de même. La CSST n'existait pas dans ce temps-là. C'est là que la CSST a commencé à arriver là-dedans. Puis les employés, ben, il y avait j'imagine, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait. Je ne sais pas s'il y avait une assurance accident ou maladie ou quelque chose. Mais lui, il travaillait, puis il était inspecteur de sécurité. Puis j'avais demandé ça, j'ai dit pourquoi que. Ben, il dit ce monsieur-là, il y avait une grosse accident. Puis un autre, c'était la même chose, il y avait un accident. C'est juste après que j'avais laissé la Gaspésia, je pense. Moi, j'ai rentré là en 62, j'ai fini en 70. J'ai arrêté en 70 pour venir travailler pour la commission scolaire. Puis c'est après qu'on a engagé des personnes en sécurité qui avaient suivi des cours, qui avaient une formation en sécurité industrielle. Parce que moi, je travaillais là, puis je voyais des choses qui étaient dangereuses, puis que les autres, ça passait de même. Mais si j'avais été engagé en sécurité industrielle à ce moment-là, j'aurais dit non, là vous allez mettre un garde, puis là, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est certaines choses. Puis il y a eu beaucoup d'accidents qui sont arrivés. Malheureusement, parce que la sécurité n'était pas... Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même au niveau de la construction, quelqu'un qui embarque sur un échafaudage, il faut qu'il ait sa ceinture, qui est attaché. Puis, c'est bien encadré aujourd'hui. Ben, c'est mieux. C'est pas comme c'était il y a... Nous, on n'a pas connu cette époque-là. Là. C'est quand même des gens qui ont travaillé pour que les lois changent, pour que ce soit mieux justement, appliqué, c'est dû aux accidents qui arrivaient. Puis malheureusement, c'est comme ça qu'on a changé les choses. C'est de même que ça. C'est bien que ce soit comme ça, parce que sans ça, si ça avait été comme ça il y a plusieurs années, au tout début, il y aurait peut-être des gens qui seraient encore en vie aujourd'hui. C'est vrai, quand on y pense. Donc ça a été votre première carrière, si on veut. Vous dites qu'après, vous avez été à la commission scolaire? Oui, si, j'ai travaillé, j'étais moniteur à la commission scolaire. J'ai fait ça 2 ans ou 3 ans. Après ça, j'ai travaillé comme huissier, mon travail. Mais avant ça, entre-temps, là, j'ai travaillé de 62 à 70. La première machine à papier qui est entrée à Chandler, c'est moi puis Maurice Poiquin. On travaillait ensemble, qui a tout reçu le matériel pour la machine à papier. Oui?
On avait notre bureau dans un grand hangar en bas où le train entrait dedans. Les vannes de fret qu'on appelle, entrait là-dedans, il rentrait à Saint-Vannes. Puis là, on avait le personnel de la Gaspésia qui vidait tout ça. Il attendait ça dans la grandeur, toute la grandeur du plancher. Puis nous, on avait des étagères au fond de ça. Puis là, nous, notre travail, c'était d'identifier chaque morceau, mettre qu'est-ce que c'était dessus, avec un tag qu'on appelle, puis on attachait ça. Puis on dit aux gars, on a donné les gars, bon ben là, tu vas mettre ça sur ces tablettes-là. On avait classé une tablette de 1 à 20, je pense. Bon, puis quand la machine à papier voulait avoir des morceaux, là, la machine à papier a commencé à se construire. Là, il y avait la bâtisse qui était faite, puis les planchers de ciment, puis tout ce qu'il faut pour... Là, la machine à papier, quand ils ont commencé à construire, il y avait un passage en dessous, nous, ce qu'on était, pour aller à la machine à papier, puis les gens descendaient par en dessous, puis ils venaient nous voir au bureau, puis ils disaient, ben moi, je veux avoir 8 valves de stainless steel 4 pouces. Ben, moi, je partais, ou Maurice Paquin, on mettait les deux dans le bureau, on allait, on leur donnait ce qu'ils voulaient, puis on leur faisait une facture, puis eux autres signaient ça, puis s'en allaient avec. Puis nous autres, c'est seulement ça qu'on faisait, puis on leur donnait les morceaux qu'il y avait, puis après que ça, c'était fini, la machine était construite, ça a pris 2 ans, à peu près 2 ans à construire, à monter la machine, puis tout ça était fait. Là, moi, ils m'ont transféré dans le bureau. Moi, je travaillais sur, ils appellent ça le Cardex, garder un inventaire des pièces qu'il y avait au moulin. Moi, mon travail était nous autres, on commençait le matin à 8 heures, comme tout le monde, on finissait à 4 heures l'après-midi. On ne travaillait pas sur des chiffres. OK. Puis les gens qui travaillaient, eux autres, ils travaillaient sur 2 chiffres, 3 chiffres de 8 heures. Fait que dans la nuit, ils allaient chercher des morceaux. Là. Il y avait besoin. Là, ils travaillaient, eux autres, il y avait besoin. Puis eux autres, c'était... moi, le matin, mon travail était de ramasser la boîte il y avait une boîte de factures, des slips qu'on appelle, des factures. Puis ils faisaient ça. Puis s'ils prenaient, disons, je ne sais pas, du fer ou peu importe, des morceaux. Moi, il fallait que je mette un prix là-dessus. Puis il fallait que je balançais ça. Ça faisait comme un cash à balancer. Je vendais pas moi qui vendais, mais eux autres venaient acheter pour 30. Ça variait entre 30, 35 000, 38 000 piastres par jour. Des gros chiffres, hein? Des gros chiffres. Puis là, moi, il fallait que je fasse des factures, puis que ça balance le soir. Puis il fallait que je balance ça. Ça c'était mon travail que je faisais. J'ai fait ça de 62, là, à la fin, quand j'ai refusé de rentrer j'ai pas voulu aller travailler à la machine à papier parce que c'était des chiffres, puis j'aimais pas ça. Puis ils m'ont dit, ben, si tu ne veux pas aller travailler à la machine à papier, tu es intéressé à aller travailler dans le bureau, au Cardex. On était 4 là, au Villa Lambert, travaillait avec moi dans le même bureau. Gaston Babin travaillait avec moi dans le même bureau. On était 4-5 dans le bureau qui travaillaient ensemble. Puis moi, il fallait que je balance ça à tous les jours. Puis ça a été, à un moment donné, trop enfermé. C'est dans un bureau, tu rentres le matin, le soir à 8 heures, le matin à 8 heures, tu sors de là à 4 heures. J'ai voulu que j'aimais plus ça. Puis j'ai commencé par pogner à la goutte d'une bouteille à force de pas faire d'exercice, tout le temps arrêté, tout le temps assis à la journée, dans une chaise. Fait des chiffres. Puis là, j'ai ouvert un poste à la commission scolaire, puis j'ai été moniteur à la commission scolaire. Puis après ça, j'ai lâché ça, j'ai été travailler au palais de justice, j'étais huissier audiencier, puis j'ai suivi un cours on a formé en 1975 la Corporation des huissiers de justice du Québec. Puis là, j'ai été passer des examens. Je n'étais pas tout seul, on était 800. 800, oui. Avant ça, c'était huissier, ça pouvait être une police, ça pouvait être un camionneur, ça pouvait être n'importe qui était huissier.
quand on a passé des examens, sur 800, il y en a 500 qui ont été éliminés. Oh, quand même, hein? On est sorti 300, là, aux environs 300, 325. C'est là qu'on a formé la Corporation des huissiers de justice du Québec. Puis là, j'ai fait ce métier-là, après ça, jusqu'en 2005. J'ai arrêté en 2005 de faire ce travail-là. À quel moment vous avez eu vraiment envie de faire la politique? Est-ce que c'est venu soudainement ou... La politique, ça, c'est arrivé parce que j'allais dans les bars, puis des fois, puis je faisais des commentaires. Moi, si j'étais en politique, je ferais ci, je ferais ça. À un moment donné, ils m'ont pris au mot. Ah oui? Ils ont dit en 1980, ils ont dit ah ouais, toi, tu avances pas mal, toi, puis ça allait, tu feras ci, puis ça allait, tu feras ça. Ben, j'ai dit, j'ai dit, moi, je serai là. Puis, ils ont dit, il y avait des élections, ben, présente-toi. Puis, ça me tentait, puis ça me tentait pas plus qu'il fallait. J'avais la preuve, c'est que j'étais jamais allé dans une assemblée municipale. Ah oui? Je pense que j'étais allé une fois ou deux, puis il y a eu du brassage pas mal fort, fait que, en tout cas, j'ai dit, je vais y aller. J'ai été élu en 80. En 1980, j'ai été élu comme huissier, comme conseiller. Puis maire, ben là, dès 82, j'ai commencé à faire opposition au conseil en place. Dans le sens qu'il y avait deux gros dossiers. Il y avait un dossier d'abord, il y avait un dossier de 500 000 $ qui ne figurait pas aux états financiers de la ville. Puis il y avait le site d'enfouissement sanitaire qu'il fallait construire. Il y avait le dépotoir, ceux qui s'en souviennent, qui était en arrière de la rue de la Source, là, au bout de la rue de la Source, c'est là qu'était le dépotoir. Avant, ah oui? Ah oui, c'était là qu'était le dépotoir. Puis le soir, quand vous vous promenez sur tous la température était basse, hein, tu avais un canal de fumée là, qui partait, je dirais, de la rue de la Source, puis peut-être passer la rue de la Source, partir d'Uxilly à peu près, puis ça allait à peu près jusqu'à chez monsieur, peut-être pas jusqu'à chez monsieur Bisson ou Liam Bisson, hein. Il y avait un canal là-dedans de fumée qui descendait de là, puis le vent, le moindrement, la température baissait, puis ça descendait par la mer. Puis la vermine. C'est un problème, hein? Puis où la discussion est venue que j'ai fait opposition au conseil, moi, je voulais faire une régie. D'abord, quand j'ai pris la ville dans ces années-là, en 82, la situation financière était désastreuse. La ville était menacée d'être mise en tutelle par les affaires municipales. Il n'y avait même pas assez d'argent pour payer les employés. Puis ça, le directeur le secrétaire trésorier peut en témoigner. Il attendait que le monde paye des taxes pour faire la paye ça allait mal. des employés. Ça allait mal. Puis le maire du temps, lui, il voulait construire le site. On était obligé par le ministère de l'Environnement, nous obligés à construire un site. Il voulait construire le site, puis il voulait que c'est nous autres, la ville, qui s'endette. Ça coûtait 500 000 $ pour construire le site. Il voulait qu'on s'endette davantage. Moi, puis j'étais maire suppléant, moi, à ce moment-là. Moi, puis c'est là qu'en 82, j'ai entré la télévision communautaire parce que ça brassait trop au municipal. Puis il n'y avait pas trop de monde qui venait. Au début, il y avait beaucoup de monde. Mais après ça, parce qu'il y avait deux comités. Il y avait un comité de citoyens qui s'était formé puis pour savoir ce qui se passait. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va rentrer la télévision communautaire. Puis, en rentrant la télévision communautaire, j'ai dit, on va informer la population, puis ils vont voir ce qui se passe. C'est vrai. Moi, j'ai pensé à ça, mais là, ça n'a pas été facile. Là. Quand j'ai emmené ça au conseil, j'ai dit, on rentre à la télévision communautaire. Ouais, ils ont dit, on va se faire ici, puis tout le monde va placoter, tout le monde va organiser. Ben, j'ai dit, ils riront ce qu'ils voudront, mais celui qui ne fait pas son travail, la population va voir. C'est lui qui le fait, la population le jugera. Elle va à même de juger. Ils vont nous voir à partir de leur salon, puis ils vont être capables de le dire. Puis c'est là qu'en 82, la question
du dépotoir, moi, que je voulais, laquelle la maire voulait faire, lui, la régie. Tout le monde était d'accord qu'il fallait l'enlever de là. Le dépotoir, que ça n'avait plus de bon sens. Ça, tout le monde. Mais c'est la façon de le faire que moi, je n'étais pas d'accord. Puis, la façon de le faire, moi, je voulais faire une régie avec les 5 ou 6 municipalités concernées qui étaient mal pris. Il y avait Chandler, il y avait Port-Beau. Dans ce temps-là, la MRC, il y avait 10 municipalités. Aujourd'hui, il y en a seulement 5. Dans ce temps-là, il y avait 10 municipalités. Il y avait Port-Beau, il y avait Chandler, il y avait Saint-François qui allait à Chandler, puis Port-Beau allait à Chandler. Puis Chandler, le dépotoir, il était à pleine capacité. Il n'y avait plus de place. Puis il était presque dans le centre-ville. Puis c'était la même chose que nous autres filles. Il était plein. Puis moi, je disais, on va faire une régie, puis on va se regrouper les municipalités ensemble. Puis là, ben, ça ne sera pas une dette qui va être attachée à la ville, ça va être attaché à la régie. Puis là, ça va être les 5 ou 6 municipalités ensemble qui vont administrer ça, qui vont être responsables de la régie au lieu de nous autres. Le maire disait, lui, les ministères de l'Environnement m'ont dit qu'il allait être obligé de venir ici. Puis ben, j'ai dit, avez-vous un écrit de ça? Est-ce qu'il vous a écrit ça? Ah non, les fonctionnaires, ça ne met rien par écrit. Ben, j'ai dit, moi, s'ils ne mettent rien par écrit, moi, je n'endette pas la ville par écrit. J'endette pas la ville, moi, sur des paroles. Et ça va me prendre des écrits. Puis j'ai dit, c'est pour ça là, que j'ai dit, c'est important qu'on fasse une régie. Puis je suis monté dans son bureau, j'ai joué honnêtement. J'ai dit, monsieur le maire, moi, si vous ne changez pas d'idée, là, si vous ne voulez pas faire une régie, puis on a un compte de 500 000 $ qui par rapport aux états financiers aussi qu'il faut régler. J'ai dit, si vous ne faites pas ça à la prochaine assemblée, moi, je vote contre tout ce que vous allez demander qui touche la régie, je vote contre. Si vous demandez, pas la régie, contre le site d'enfouissement. Si vous demandez des subventions pour le site d'enfouissement, je suis contre ça. Si vous demandez des subventions pour former une régie, mais que c'est nous autres on ne forme pas une régie, c'est nous autres, la ville, qui va construire le site, moi je suis contre ça. J'ai dit, moi je veux qu'on fasse une régie, puis après ça, là, on va faire. Puis j'avais raison, parce que après, même, on a formé une régie. Puis après la régie a été en place, il y a des municipalités qui avaient des dépotoirs en tranchée. Puis ça a pris, si ma mémoire est bonne, là, après que la régie était, Chandler sont venus, Sainte-Thérèse est venue, Port-Beau, ils n'avaient pas d'autres dépotoirs, ils sont venus. Mais je pense que Port-Daniel, Gascon puis Newport, les autres, ils étaient des dépotoirs en tranchée, puis on a dit, on n'est pas pressé d'aller là. Puis ça a pris, je pense, un an et demi, si ce n'est pas 2 ans, après que la régie a été mise en place. Avant qu'ils viennent ici, le ministère a été obligé de les envoyer jusqu'à il leur a mis des amendes de 1000 $ par mois s'ils ne venaient pas à la régie. Ah oui? Ça veut dire que, imaginez-vous si ça avait été nous autres qui auraient pris ça en charge, puis après ça, on aurait dit à la municipalité, vous allez être obligés de venir chez nous. Et on va dire aux autres, arrangez-vous, vous avez bâti ça, le site, arrangez-vous avec, puis la dette, ça aurait été l'enfer. Là, c'était le ministère, puis ça nous a pris pour 2-3 municipalités, qu'eux autres, ils disaient, nous autres, on est en tranchée, puis on est correct de même, puis on répond aux normes, puis on fait brûler, puis il n'y a rien, puis c'est ici, puis ça veut dire que j'avais raison. Puis ça a été la même chose pour le montant de 500 000 $ qu'on devait. Moi, j'avais regardé le dossier, puis ça n'avait pas de bon sens. C'était une dette qui, pour certains, c'était pas une dette, mais quand on est allé plus loin, c'était vraiment une dette. C'était que le gouvernement avait sorti un programme d'aqueduc-égout, pour la construction d'aqueduc-égout. Puis il fallait que pour faire la demande, il fallait que tu fasses faire des plans pour savoir le coût que ça allait coûter pour chaque municipalité. Disons, à Grande-Rivière-Ouest, il y avait une municipalité à Grande-Rivière-Ouest, puis il y avait une municipalité à Petit-Port-Beau.
parce que la fusion a seulement faite en 1974. Ah, OK. La fusion. Avant ça, les municipalités existaient, là. Puis ça a commencé, nous autres ici, le centre-ville, il a été fait en 62, ça veut dire, à partir du pont, aller jusqu'à la voie ferrée. Seulement à cette époque-là. Je pensais que c'était plus ancien. C'était en 60 ou 62. C'est Covier et Keyes, Marcel Covier, qui était contracteur à ce moment-là avec Keyes de Chandler. C'est eux autres qui avaient fait l'aqueduc Égout. Les autres municipalités, que ce soit Grande-Rivière-Ouest, que ce soit Petit-Pavot, que ce soit... eux autres, ils avaient fait faire des plans. Puis le monsieur, lui, le professionnel en question, il faisait faire des plans, puis il disait, ça va être payable, ça, quand que les travaux vont se faire. Mais par exemple, c'était une dette qui était là. Puis moi, je me suis posé la question, j'ai posé la question au conseil, puis on a vérifié avec des avocats experts au niveau des affaires municipales. J'ai dit, le monsieur en question, s'il meurt à demain matin, la succession, elle, là, c'est plus une question d'une succession, il faut que ça se règle. Puis l'argent qu'on doit, il faut le payer, c'est possible. Ouais, ils ont dit, ouais, c'est vrai, s'il meurt, c'est une succession. Puis il faut, vous n'avez pas le choix d'être payé. Mettons, là, allons plus loin, puis disons que c'est une succession, puis qu'on n'a pas d'argent, puis qu'on a une petite municipalité, qu'on a un petit bureau dans une maison privée, puis qu'il n'y a pas rien. Nous, on avait des infrastructures, puis on aurait pu aller emprunter 500 000 $, puis dire on paye. Mais le problème, si une municipalité n'aurait pas eu d'argent, il aurait pu se promener, là, la succession, puis dire cette maison-là, là, ben, elle m'appartient. Ah oui? Oui. Parce que c'est pas pour rien quand une municipalité passe un règlement, puis qu'elle le met sur le journal, elle l'annonce, elle le met sur le journal, puis qu'elle dit, si vous voulez vous opposer au règlement, vous avez tant de personnes qui, dépendamment du montant, dépendamment du règlement, vous avez tant de personnes qui doivent signer, qui s'opposent à ça, puis qu'on va en référendum. Parce que la municipalité, là, ça n'appartient pas au conseil, ça. C'est tout le monde qui sont responsables de leur municipalité. On a tendance à l'oublier, hein, des fois. Ah, là, on l'oublie certain. On dit le conseil est là, puis le conseil est là. Mais le conseil, ça, c'est des élus, ça. Ils démissionnent demain matin, puis il n'y en a plus. C'est la population qui doit C'est pas pour rien qu'il y a des procédures qui se font tout le temps, puis les gens oublient ça, puis tout le monde oublie ça. Mais la dette, elle était là. La preuve, c'est qu'on l'a réglée, puis moi, je voulais le régler parce que je disais, lui, il chargeait des intérêts composés depuis la première année, ça faisait peut-être 15 ans. Puis c'était parti de même. Fait que la preuve, c'est qu'on a réglé, notre avocat, leur avocat, on a négocié, puis on a négocié pour 200 000 $. C'est un autre projet dont vous êtes fiers. Puis là, on a payé 200 000, puis ça s'est réglé de même. C'est parce que c'était des choses claires, là. Moi, je voyais ça, puis j'ai été voir, j'avais un de mes amis avocats, j'étais huissier, puis j'avais un de mes amis avocats, puis j'ai montré ça en gros, puis il dit ça. Il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, si vous payez ça, ben j'ai dit, on ne le payera pas. Puis ça a été des dossiers que je me suis engagé dès le départ. Quand j'arrivais en 85, moi, il a fallu que je règle ces gros dossiers-là. Puis un autre gros dossier que j'ai réglé, l'abolition du corps de police. Il y avait un corps de police avant, tu sais. Une petite population endettée avec un corps de police. On n'avait pas le moyen de payer ça. Pas parce que j'en voulais au gauche, pas parce que... Mais c'était... Moi, j'administrais la ville comme elle devait être administrée dans l'intérêt des contribuables.
Mais le corps de police, moi j'aurais bien aimé ça aussi, avoir des gars, puis ça paraît bien, puis le corps de police se promène. Puis c'est sûr, il faut rester réaliste hein, ben, quand même. C'était pas, mais ça m'a coûté cher. Parce que quand j'ai aboli le corps de police, on m'a monté des dossiers, puis on m'a emmené en cours. C'est pas toujours facile dans la vie politique, là. Ben, tout ça, là. Puis moi, j'avais d'autres dossiers, je travaillais sur d'autres dossiers. Moi, la clé du développement ici à Grande-Rivière, je pense que c'est la prise d'eau de mer, puis je ne le pense pas, je suis sûr de ça. Sans la prise d'eau de mer, là, le centre aquicole ne serait pas là. Ça serait fini. Puis dans ce temps-là, le MAPAC, ça allait coup-ci, coup-ça, ça allait pas trop vite transférer des options à Gaspé, puis tout ça. Et puis même les employés m'en avaient parlé, c'est un employé, monsieur le maire, ça brasse, puis ça se garde mal. Ben, si on n'était pas allé chercher la prise d'eau de mer au sommet économique qui a eu lieu en 88, j'ai formé le comité, ça a été annoncé en 86, j'ai formé un comité, puis on a regardé ensemble qu'est-ce que c'est qu'on pourrait aller chercher comme projet pour amener à Grande-Rivière, qui aura le jour. Puis c'est là que parmi le comité, quelqu'un a parlé, qui travaillait là, au MAPAC, il a parlé d'une prise d'eau de mer. J'ai dit, qu'est-ce que ça manque en hiver, une prise d'eau de mer? J'ai dit que la prise d'eau de mer, il va y avoir du développement au niveau recherche, puis il va y avoir du développement aussi. Puis si on n'était pas allé chercher la prise d'eau de mer, il y aurait seulement l'usine des poissons salés gaspésiens qui aurait resté là. Puis elle aurait été limitée dans son développement, parce que là, elle peut se développer, parce qu'elle a de l'eau de mer pour le faire. Puis vous avez la coopérative des Hauts-Mardiers qui est venue s'installer là, qui est formée là. Puis vous avez le centre aquicole marin qui est venu se construire par après là. Puis vous avez le canap qui est venu d'en sans la prise d'eau de mer, tout ça, ça serait... On voit toute l'importance, hein, des fois. D'un dossier. Un dossier peut en amener d'autres. C'est ce qui a fait qu'il y a de l'activité, puis les possibilités de développement qu'on a dans le parc, dans le parc industriel. Bien, on parle de vie politique. On a d'autres photos à montrer aux téléspectateurs ici. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Ça, c'est il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois de ça, c'est le premier ministre Jean Charest qui est venu à Gaspé. On était un groupe qui était invité, une vingtaine de personnes à le rencontrer, puis on m'a fait le plaisir de m'inviter à le rencontrer parce que je l'ai rencontré souvent quand j'étais à la mairie, c'est pour ça qu'on m'avait demandé de venir le rencontrer. Il y a d'autres personnes également que vous avez rencontrées. J'ai une autre belle photo aussi. Madame la lieutenant-gouverneur, malheureusement, elle n'est pas en bonne position. Non! Elle est en mauvaise position, mais c'était une personne formidable. Moi, quand je l'ai rencontrée, je l'avais reçue au centre de spécialité des pêches, puis j'avais offert un souvenir des produits de la mer, pas des produits de la mer, des recailles de la mer que petit Nicolas faisait ici. Là. Il vend à Percé. Là. Il vend c'est des bolans qui... Des souvenirs gaspésiens? Des gaspésiens, oui. Ah, c'est beau, c'est... Puis ici, on a une autre rencontre. Pouvez-vous nous dire Ça, c'est la Sûreté du Québec. Ça, c'est les membres de la Sûreté du Québec. Quand on a formé le comité de sécurité publique, je pense, il y a Claude Blais qui est là avec puis moi comme préfet quand j'ai été nommé, quand j'étais préfet, ça, et avec le directeur, le commandant qui est de Rimouski, je pense qu'il était là aussi à cette rencontre-là qu'on avait eue à la MRC. C'est vraiment des belles photos. On en a autre ici. Ah, ici, ça, je suis posé avec Rémi, avec un de mes amis, même s'il n'était pas de la même politique que moi, Rémi Trudel, quand le projet du canap avait été, on avait commencé à en discuter, lui, il était venu ici. C'est lui qui a fait que, au début, ça s'appelait Carrefour
d'Aquaculture et des Pêches. Mais il dit, pourquoi vous ne mettez pas Carrefour National? Il dit, mettre National, puis mettre un un genre de voile à l'avant, puis il dit, les Européens, il dit ça, sont friands de ça, vous visitez ces endroits de même. Puis lui, ben, il était ministre dans ce temps-là. Ben, on a dit, M. Trudel, si c'est ça que vous voulez, on va mettre, on va l'appeler Carrefour National de l'Aquaculture et des Pêches, puis on va mettre votre grand voilier au lieu d'avoir un panneau carré avec des écailles. Normalement, Oui. ça devrait être beau, ça devrait briller, ça. Puis, en tout cas, tout le monde se pose la question, c'est quoi ce panneau-là? Mais normalement, ça aurait été une grande, sous forme de voile, comme un voilier. Oui. Puis ça aurait été éclairé, tu vois, puis ça avait, je pense, 50 pieds d'eau ou 60 pieds d'eau. Puis tu aurais vu ça, on aurait pu voir ça, les gens qui s'en venaient pas beau Saint-Laïe, ils auraient vu ça, ça aurait attiré On l'aurait vu de loin. l'attention, on l'aurait vu de loin. Mais dans les coupures qu'on a fait à un moment donné, ben là, c'est pour ça qu'il y avait un ascenseur qui venait là-dedans. Mais là, j'ai encore des bons contacts. Là, ça va se régler. Là. Le canap va être intégré au MAPAC. Ah, c'est intéressant comme... Je n'ai pas annoncé officiellement encore, mais moi, On l'apprend en primeur aujourd'hui. Je ne vous l'annonce pas, mais les tuyaux que j'ai, si ça se confirme, ça va être annoncé prochainement. Puis le MAPAC, le canap va être intégré au MAPAC, puis il y aura un ascenseur comme il aurait dû avoir, puis il va y avoir une entrée pour handicapés, parce que ça n'a pas de sens. Non, un édifice public comme ça, qui n'a pas d'ascenseur d'un, puis de deux, qui n'a pas d'entrée pour handicapés. Puis nous, on avait formé une fondation. Moi, j'en faisais partie de la fondation. On devait parce que quand je suis allé à Québec la dernière fois, en octobre 2005, je suis allé chercher le 1,3 million pour compléter la construction du canap. On nous avait demandé de mettre en place une fondation qui aurait pour but au lieu d'aller chercher du financement toujours à chaque année pour... D'ailleurs, Saint-Anne-des-Monts, on voit ce qui se passe. Ils demandent du financement récurrent à chaque année. Nous autres, on a remis en place une fondation. On avait commencé. Tout ce qui nous manquait, c'était un président. On devait avoir M. Couillard, à un moment donné, comme président, parce qu'il était déjà venu étudier, lui, quand il était étudiant sur la Pointe-Verte. On voulait l'avoir comme président de la fondation. Finalement, il a laissé la politique, puis on était toujours à la recherche d'un président, mais là, si le canap est vraiment intégré au MAPAC, on n'aurait plus besoin de fondation, on n'aurait plus besoin d'exister. Moi, j'ai été allé chercher quelques montants intéressants, mais ça va être... on va mettre ça dans d'autres choses, je ne sais pas. Bien, on apprend des belles primeurs dans la télé communautaire. Puis en terminant, M. Serrois, on veut vous garder parmi nous encore longtemps, mais on aimerait savoir quel souvenir vous aimeriez laisser aux gens. De quelle façon vous voulez que les gens se souviennent de vous? Ben, de toute façon, ça, j'aurais, ben, ça dépend toujours du conseil en place. Puis ça dépend aussi des demandes de la population. La population a un rôle à jouer là-dedans. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que c'est immortaliser mon nom à quelque chose, étant donné que j'ai fait du sport, qui appelle ça le centre, puis la bibliothèque qui a été qu'on a construit là, à l'Aréna, qui appelle ça le centre communautaire et culturel Edmond-Sirois. Ça serait un bel honneur, hein? Ah, un bel honneur mérité aussi. Ça serait l'idéal. Bien, je vous remercie. En tout cas, je peux vous dire que vous avez laissé votre trace, puis les gens vous apprécient beaucoup, ça c'est certain.
Puis moi, ça m'a fait plaisir de travailler pour la population de Grande-Rivière. Puis moi, j'aime aussi la population de Grande-Rivière. Il y a peut-être certaines personnes là, qui me dérangent pas, mais disons qui... On peut pas faire plaisir à tout le Non, monde, hein? pas faire plaisir, mais disons à 99,9% j'aime la population, puis j'ai beaucoup d'amis. Là, je suis encore président du Club d'Âge d'Or, puis je rencontre encore beaucoup de gens. Puis je m'amuse avec les gens. Je fais du liste santé. Je suis au liste santé 3 jours par semaine. Je me garde en forme, puis je commence à prendre de l'âge, mais je veux vieillir en santé, je veux vieillir en forme. Puis tant et aussi longtemps que je serai occupé un peu, pas des travaux extraordinaires, là, mais j'aime ça, me garder occupé un peu, puis ça m'aide à passer le temps, parce que quand vous êtes 25 ans en politique, puis vous avez votre travail de huissier pendant 35 ans, puis la politique pendant 25 ans, puis je faisais ça les deux ensemble. Vous en rencontrez du monde, puis vous en avez des dossiers entre les mains, puis il vous en passe des affaires entre les mains. Je peux marcher la tête haute, puis j'ai toujours eu tout le monde a été pour moi, puis sont encore sur le même pied d'égalité. Malade, infirme, pauvre, riche, pour moi, tout le monde est égal. Vous avez en tout cas un très beau bilan. Puis on sent toujours la fougue du politicien, ça reste Ah, toujours. ça, personne ne peut. Si vous voulez, ça. C'est une qualité. On vous aime comme ça. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio. Puis on vous souhaite une longue vie. Je vous remercie, je te remercie beaucoup, Jeannine. Puis je remercie la télévision communautaire de me donner l'opportunité d'aller dans les foyers. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que j'exagère, mais j'aurais pu vous en dire pas mal plus que ça. Je pense que les gens ont passé un bon moment en votre compagnie. En tout cas, je vous remercie à la télévision communautaire, puis je salue tout le monde, mes amis, tout le monde qui vont regarder cette émission. C'est un plaisir. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté cette émission et on vous dit à la prochaine.